Alors dans cette vidéo, je te partage 6 astuces étonnantes et un exercice pour cultiver le bonheur à deux. Prêt à découvrir les compétences qui font les couples heureux? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à tout comprendre et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos ou si tu ne l'as juste pas encore fait, eh bien pense à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et active aussi bien les notifications, comme ça tu feras partie des toutes premières personnes que je notifie dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est spéciale parce que je l'ai préparée en collaboration avec Frédéric, mon mari. Bon, cette fois-ci, j'ai pas réussi à le faire apparaître sur caméra, ce sera probablement pour la prochaine fois ou pour une des prochaines fois. On a passé toute une soirée à penser ces 6 astuces. C'était une sorte d'exercice où on s'est demandé, tiens, qu'est-ce qui fait que notre relation marche bien? Qu'est-ce qu'on fait justement pour que ça marche bien? Et franchement, c'est un super exercice pour conscientiser le positif, pour le renforcer, pour intensifier aussi le sentiment de gratitude. Et ça fait du bien. Si tu es en couple, je te suggère vivement d'essayer, toi aussi avec ton partenaire. Posez-vous au calme et réfléchissez ensemble sur vos astuces de couple heureux. C'est une des meilleures façons que je connaisse pour les consolider. Aussi, je fais cette vidéo en guise d'illustration pour la compatibilité amoureuse, voir cette vidéo. Alors j'insiste encore une fois là-dessus, la compatibilité n'est pas innée, c'est une compétence. Et en fait, tu la construis avec ton partenaire un pas après l'autre, une étape après l'autre. Alors, dans l'exemple de notre couple, nous sommes un couple ISFJ, INFJ. Donc tous les deux, on a cette caractéristique d'hypersensibilité, ce qui fait qu'on se retrouve sur beaucoup de fonctionnements, sur beaucoup de points et d'intérêts communs, notamment pour la psychologie, le développement personnel, la spiritualité, et nous sommes du coup dans une configuration de relation plutôt confortable. Là où on diffère, c'est dans le mode de perception et de communication. Alors lui est plus sensation, ça veut dire qu'il se rattache directement à ce qui est, et du coup a tendance à s'appuyer sur le passé pour y voir les schémas et laisser imprimer les choses en lui. Moi, je suis plutôt intuitive avec tout ce que ça implique comme fonctionnement. Donc, cette dynamique de couple et ces conseils en fait que je vais vous partager, qu'on va vous partager, en fait, sont un petit peu universels aussi. Et tu peux t'en inspirer pour les appliquer directement à ton couple ou les adapter encore à ta situation, par exemple si tu es célibataire. Alors, commençons tout de suite par la première astuce qui est ressortie pour nous. Donc cette première astuce, c'est repérer l'hyperstimulation, ou dit autrement, repérer quand il ne faut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on a appris à quel moment on sature à cause de notre hypersensibilité. À quel moment on est trop fatigué, trop faim, trop stimulé par l'extérieur. C'est vraiment super important de savoir repérer ces moments d'hyperstimulation parce que c'est une zone où on devient beaucoup plus alerte et beaucoup plus irritable aussi. Et du coup, on rentre dans une zone de susceptibilité. Et l'astuce, c'est de le savoir et c'est de pouvoir se le communiquer mutuellement quand ça arrive. Puis, surtout, de ne pas insister jusqu'au retour de la normale. Alors souvent, c'est une question de faim, de fatigue, de stress, etc. Et là, l'idée, c'est de mettre en priorité le fait de désaturer, de redescendre. Par exemple, différer les discussions après manger parce que on sait que l'autre ne sera pas totalement présent. Ou juste ne pas prendre les réactions de l'un et de l'autre trop à cœur. Alors, comment cette astuce résonne pour toi? Arrives-tu à repérer ta propre hyperstimulation ou celle de ton partenaire? Comment ça influence votre dynamique? L'astuce 2, c'est s'intéresser à l'autre, être curieux et ne pas se dire que ton partenaire doit forcément penser ou voir les choses comme toi. Et que sinon c'est un problème. En fait, s'intéresser à l'autre, c'est vraiment être curieux de découvrir les choses importantes sur ton partenaire. Ça peut être des petites choses du quotidien, des banalités ou encore des choses plus en profondeur. Des choses sur son enfance, ce qui a fait de lui l'homme, la femme qu'il est ou qu'elle est aujourd'hui, ses préférences, sa vision unique de la vie, etc. En fait, c'est une sorte d'élan, de curiosité, de fascination en fait que l'on a l'un pour l'autre et qui fait que
On n'a jamais fini d'en apprendre des choses, de découvrir des nouvelles strates et des couches de compréhension de qui est l'autre. Alors au quotidien, c'est concrètement s'intéresser vraiment à l'autre, c'est se demander comment s'est passée notre journée, c'est écouter, lire entre les lignes, c'est poser des questions, creuser, c'est se soutenir. Alors par exemple, après 10 ans de relation, eh bien en fait on s'écrit encore au moins un message à midi pour se tenir rapidement au courant de notre journée, pour s'encourager. On s'appelle encore par moments pour se raconter les événements marquants de la journée, parce que justement on a hâte et on n'a pas envie d'attendre le soir pour le faire. C'est ce que John Gottman appelle l'amitié du couple, et c'est cet intérêt l'un pour l'autre. C'est aussi quand l'autre est automatiquement la première personne à qui tu as envie de raconter les événements marquants, les événements importants dans ta vie. C'est la première personne à qui tu as envie de partager ce qui s'est passé, les nouvelles, bonnes, mauvaises, les anecdotes, etc. Alors dis-moi, est-ce que pour toi c'est quelque chose que tu expérimentes et que tu appliques également dans ton couple? Sinon, comment tu peux l'appliquer? La troisième astuce, ce sont les petites attentions du quotidien. Alors, à mon avis, un autre aspect qui rend la vie de couple encore plus agréable et facile, ce sont ces petites attentions qu'on installe et qui se manifestent au quotidien. Alors par exemple pour nous c'est le côté tactile, c'est quelque chose de très important, avoir des gestes de tendresse l'un pour l'autre. Par exemple dans notre couple on a des petits rituels, par exemple le matin avant de sortir, d'aller au boulot, le soir quand on se retrouve, des petites habitudes en fait qui rapprochent, qui rassurent, qui font chaud au cœur. Ce sont en fait des manifestations d'affection, d'amour qui sont importantes pour préserver et garder l'harmonie à deux. Alors autant ces rituels sont importants, autant savoir défusionner, voyager l'un sans l'autre, s'occuper d'autres choses, défocaliser son attention du couple est aussi très très important. Alors avant de poursuivre les 3 prochaines astuces, dis-moi, quelle astuce appliques-tu déjà et laquelle veux-tu appliquer ou essayer dans ton couple? Dis-le moi dans les commentaires. L'astuce 4, c'est évoluer à peu près au même rythme. Parce que dans la vie, on change, on grandit, les centres d'intérêt bougent, l'état d'esprit se transforme, les priorités bougent aussi, les objectifs aussi. En fait, on devient une autre personne. Du coup, c'est très important dans le couple, de ne jamais empêcher l'évolution de l'autre. Au contraire, c'est bon de laisser vraiment l'espace à l'autre de devenir la meilleure version de lui-même. Autrement, s'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de vie en fait. Et s'il n'y a plus de vie en toi, s'il n'y a plus de vie en l'autre, la relation, elle meurt également. Deuxièmement, c'est de se mettre au courant sur les évolutions, les petits shifts en fait qui se produisent dans ta tête, dans la façon de voir le monde, dans tes envies, dans tes intérêts. C'est vraiment de partager ces petits changements pendant qu'ils arrivent. Concrètement, c'est vraiment partager son état d'esprit en réel. Par exemple, tiens, aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo de Kenza au sujet de la codépendance et du coup, je me suis mise à voir les choses autrement. J'ai regardé la vidéo sur les personnalités et puis j'ai envie d'expérimenter ça. En fait, le piège, c'est de ne pas voir l'autre changer. C'est de se retrouver du jour au lendemain face à un inconnu. C'est pour ça que c'est important de s'impliquer dans l'évolution de chacun pour ne louper aucun épisode et ne pas être en retard sur l'évolution de l'autre. Alors un autre aspect très important de l'évolution qui est ressorti dans notre discussion, c'est être garant et témoin de notre évolution mutuelle. Par exemple, quand Frédéric restait trop dans sa zone de confort, en fait je le poussais à en sortir. Et quand moi je sombre trop dans mon dark side et que je stagne dans un état d'esprit qui ne me rend pas service, en fait il est là aussi pour me le faire savoir et pour me pousser à son tour. Donc c'est aussi ça, s'impliquer dans l'évolution l'un de l'autre. C'est ce que John Gottman appelle se soutenir dans ses rêves de vie. C'est prendre comme rôle en fait de faire bouger l'autre délicatement de sa zone de confort et contribuer à sa croissance. L'astuce 5, c'est soutenir l'équipe. Ça veut dire jamais contre toi quoi qu'il arrive. C'est une sorte d'esprit d'équipe ultra renforcé. Alors en fait, nous jouons toujours dans la même équipe. Dans mon couple. C'est quelque chose que l'on a décidé, mais c'est aussi quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure des épreuves qu'on a traversées ensemble.
Du coup, on se retourne jamais, vraiment jamais l'un contre l'autre. Même dans les petits désaccords ou dans les broutilles du quotidien, même quand l'un de nous a apparemment tort ou que l'un de nous pense que l'autre a tort, l'automatisme, c'est vraiment de chercher à comprendre, c'est de soutenir l'équipe et surtout dans les moments difficiles. Donc dans cette dynamique, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de jeu de pouvoir dans le couple du style qui a raison, qui a tort ou qui va avoir le dernier mot, etc. En fait, il n'y a pas de dirigeant et de suiveur, ou alors on switch en fait les rôles, on change les casquettes naturellement pour garder un équilibre. Et ça en fait c'est vraiment une astuce en or pour préserver un climat d'ouverture et de confiance, pour ne pas se braquer, pour ne pas se toucher dans ces zones de blessure en fait. Et la règle est simple, c'est ne jamais se pointer du doigt ou d'un doigt accusateur ou coupable. Une autre façon de soutenir l'équipe, c'est de ne laisser absolument personne interférer dans nos fonctionnements et dans nos choix de vie. Ça veut dire qu'en fait, on met un point d'honneur à prendre nos décisions à 2, pas à 4, pas à 6, pas à 10. Ça peut paraître très basique comme conseil, pourtant c'est l'un des plus importants. Et c'est une erreur fréquente que je vois personnellement chez beaucoup de couples en fait. Aller chercher la validation à l'extérieur du couple. Par exemple, pour chaque décision de vie, valider cette décision, prendre l'avis des parents, de la famille, des amis, des collègues, pour un petit peu comme se rassurer qu'on a bien pris la bonne voie et qu'on ne se trompe pas. C'est un petit peu peser et faire peser l'argument de chacun et de chaque personne sollicitée dans la décision finale. En fait, nous avons juste choisi dès le départ de ne pas fonctionner comme ça parce que très vite ça peut tourner au vinaigre et ça peut créer des problèmes et beaucoup de drames. Que ce soit dans le quotidien ou dans les grands choix de vie, et on fait vraiment des choix de vie inconventionnels, et bien en fait on fait front. Ça veut dire que nos décisions on les prend à 2 et on informe ensuite les personnes qui comptent. La 6e astuce, c'est se servir des atouts de l'autre et les mettre à profit pour se compléter. Alors la question c'est, on fait quoi de nos différences? Alors l'erreur qu'on observe chez énormément de personnes, c'est tenter de changer l'autre ou de vouloir absolument se ressembler pour s'assembler. Alors c'est une façon de voir les choses, mais en fait ça ne mène absolument nulle part. C'est même malsain. Alors du coup l'astuce qu'on a trouvée pour composer avec nos différences, c'est 1. D'en être conscient, de les repérer, de les comprendre et puis de les utiliser comme des atouts. En fait, on ne cherche pas à se changer. On s'accepte et on utilise justement nos différences comme des forces. Par exemple, quand notre différence sensation-intuition aurait pu en fait nous poser des problèmes de communication, en fait on l'a complètement retourné ce problème. Et aujourd'hui en fait par exemple moi je suis ravie que Fred ait une bonne mémoire parce que c'est un atout. Il me rappelle souvent des détails du passé que j'ai omis, il fait des liens que j'aurais pas pu faire ou parce que juste j'ai oublié ou parce que je suis trop concentrée sur le futur et ça en fait ça ramène de l'équilibre. Pareil pour lui en fait, au lieu de me reprocher mon côté un peu perché, parfois dramatique et à chercher à entrevoir et à éviter des tempêtes que personne ne voit avant qu'elles se déclenchent, en fait, il adore mon côté farfelu et puis il me demande des conseils pour les choix futurs. Bref, l'idée ici c'est d'apprécier, de s'amuser avec ces différences et de saupoudrer de l'autodérision et de l'humour dans tout ça, de rire, de plaisanter, de se taquiner et de rire en fait de ces différences. Donc les différences c'est une richesse, il faut savoir en rire et dédramatiser. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Partage-la si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Alors, si tu ressens le besoin de faire un travail de fond pour guérir, tu sais, les blessures affectives qui t'empêchent de vivre la relation que tu souhaites, tu sois célibataire ou en couple, découvre ma nouvelle formule phare Happy Cure pour sortir des schémas de codépendance en amour. En fait, c'est bien plus qu'un programme, c'est une école d'éducation sentimentale en ligne. C'est une école où je te partage toutes les bases pour être heureux en amour. Tu apprends en fait les choses et les compétences que l'on nous a appris nulle part pour développer ton intelligence émotionnelle, ta capacité à t'aimer toi-même et pour mieux aimer et être aimé. Alors, le lien du parcours Happy Love est juste en dessous dans la description de la vidéo.
Voilà, alors si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant, en cliquant sur le bouton j'aime et en me laissant un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Et en attendant de se reparler la semaine prochaine, n'oublie pas, cultive ta différence, car là est ta force et ta puissance.